Bonjour à toutes et à tous, bonjour messieurs, bienvenue sur le plateau de H2O. Dans les années 1970, la série L'homme qui valait 3 milliards, que vous avez probablement reconnu en générique de cette émission, concevait déjà la possibilité de réparer en quelque sorte un être humain au moyen de membres artificiels, le dotant ainsi d'une puissance exceptionnelle. Aujourd'hui, à travers quelques exemples dans H2O, nous verrons que sans rejoindre de telles extrémités, eh bien la science fait de spectaculaires avancées dans le domaine de l'aide aux handicapés. Professeur Pierre Rabichon, vous êtes professeur de médecine et ancien doyen de la faculté de Montpellier, et professeur Pavlopoulos, président de Héron Technologies. Donc votre entreprise installée sur le campus universitaire d'Orléans propose une invention tout à fait remarquable que vous allez nous expliquer tout de suite. C'est une paire de lunettes pour sourds. Et plutôt pour les sourds profonds, Oui. Ils sont assez nombreux. Seulement en France, vous avez 500 000 personnes qui sont des sourds profonds totaux. Et évidemment, là, on ne parle pas du tout d'audioprothèse. Oui. Cette personne, il ne peut pas être aidé avec la technologie actuelle. D'accord. Et pour ça, vous utilisez la transposition sensorielle. Ça veut dire de substituer l'audition par la vue. Alors, on va voir comment ça marche tout de suite par une image, par une animation. Alors, donc vous nous avez fourni, l'interlocuteur commence donc par, l'interlocuteur du sourd va commencer par lui parler normalement. Exactement. Il parle normalement. Ensuite, le son. Le son, il est émis. Et après, vous avez les malentendants avec l'équipement de ce qu'on appelle Oraco, qui c'est pratiquement un PDA, ça veut dire une unité de calcul portable, avec des lunettes, avec une autre technologie que c'est l'affichage tête haute que vous voyez dans cette lunette. Et la voix c'est reconnue et traitée, analysée dans le PDA, et après transmis sans fil vers la lunette où c'est affiché les mots prononcés. Et nous verrons le résultat tout à l'heure, mais revenons sur un stade essentiel qui est la reconnaissance vocale. C'est quand même quelque chose de très, très délicat. On va voir tout de suite à l'image la caractéristique d'un son tel que peut l'analyser la machine. Donc on voit, professeur... On voyait dans la première ligne l'intensité du son. Oui. Donc ça peut être des voyelles ou des consonnes. Exactement. Et en fonction du temps, je veux dire, et là vous avez A et O, et le mot aéroport juste à côté. Dans la deuxième ligne avec le rouge, vous voyez, en fonction du temps toujours, les fréquences de chaque voyelle. Et là, évidemment, vous pouvez très bien reconnaître les A, que c'est le premier dans les mots aéroport, etc. Et en bas, vous avez les empreintes du son. Et on va voir sur la deuxième image tout de suite que le problème se corse, c'est qu'à travers, durant une journée, eh bien, la même lettre, en l'occurrence le A, peut avoir des caractéristiques différentes. Oui, et ça c'est normal parce que la parole ou les sons qui sortent de votre corps, c'est la résonance de l'ensemble du corps. Donc le matin, c'est possible que vous avez des autres fréquences parce que votre gorge, c'est moins exercé que le soir. Et à midi, parce que vous avez mangé, les résonances corporelles sont différentes, donc ça fait ces différences. Alors le programme que vous avez breveté permet cette reconnaissance vocale de manière... apprend ces variations de manière quasiment instantanée? Et oui, c'est pas un programme qui s'était breveté, c'est la méthode de reconnaissance vocale phonémique et synchrone avec les gestes labiaux, plus la méthode d'affichage tête haute. Ça, c'était le brevet, et ça, c'était fait avec le support de Oseo Innovation d'Orléans. Que nous saluons au passage pour leur travail. Alors, nous allons maintenant voir le résultat à travers les verres de lunettes, précisément, et regardez bien ce que ça donne pour les sourds. Avant même de naître, il suçait déjà son pouce. Avant même de naître, il suçait déjà son pouce. Les paroles de l'interlocuteur. Voilà. Tout à fait. L'écriture, c'est une écriture intuitive. C'est pas phonémique avec les caractères de phonème, mais
une écriture simplifiée que ça représente chaque son prononcé. Alors, professeur Abichon, vos recherches portent sur les automates intelligents, ce que vous appelez aussi la robiotique. Alors, rien à voir avec l'homme bionique de Steve Austin et l'homme qui valait 3 milliards. Si, ça a à voir, si vous voulez, c'est-à-dire que c'est toujours le même combat. On essaye de remplacer chez l'homme des organes ou des fonctions, mais l'homme est une machine extrêmement compliquée qui est sous-estimée parce que la plupart du temps, elle est pilotée par un ignorant qui connaît rien de la biologie et qui fonctionne très très bien. Et donc, quand on veut remplacer des fonctions chez l'homme, c'est évidemment un travail extrêmement compliqué. Ça vaut beaucoup plus que 3 milliards, comme le prétendent les Américains. Le film de l'époque. Alors, votre travail s'oriente pour l'essentiel vers l'implantation d'électrodes dans le corps des patients pour, en quelque sorte, remplacer les impulsions nerveuses. Est-ce que c'est cela? Nous essayons chez les personnes paralysées avec une paralysie d'origine médulaire, qui sont des paraplégiques, qui n'ont plus l'usage de leurs membres inférieurs, de restaurer la fonction de se tenir debout et de marcher. Nous avons eu un projet SUAV qui était financé par les communautés européennes et actuellement nous sommes sur un projet NeuroStim qui est en partie financé par la fondation EDF puisque nous utilisons du courant électrique. Et ce courant électrique permet de faire se contracter artificiellement les muscles, ce qu'on peut ensuite recoordonner par une coordination artificielle. Regardons un extrait du documentaire L'Homme-Machine, fourni par le CNRS, qui nous explique en images ce procédé. En avant-plan, on peut voir l'implant avec son électronique et sur les côtés, sur les deux côtés, l'ensemble des connecteurs avec les fils qui partent aux différents types d'électrodes. L'implant est capable de gérer jusqu'à 16 canaux. Qui dit 16 muscles dit 8 articulations, puisqu'il faut 2 muscles par articulation agoniste-antagoniste. Et comme on a 2 jambes, ça fait plus que 4 articulations par jambe qui sont gérées avec ce système. Donc, professeur Abichon, ce procédé est adapté pour quel type de handicap? Alors, donc, comme je l'ai dit pour les paraplégiques, nous avons opéré 2 patients dans le cadre de ce programme. Marc, qui vit toujours à Strasbourg avec son implant et qui se sert de son système une fois par semaine environ. Et un autre, Ludovico, un Italien, qui malheureusement a eu une infection sur un fil et nous avons dû enlever le système. Ce qui nous a permis de changer notre technique. Donc ce que l'on voilà a vu, l'implant que nous avions utilisé dans le programme SUAV, voilà. Qui est un programme, encore une fois, multidisciplinaire, avec des équipes chirurgicales, des équipes techniques, que vous avez vu du CNRS. Et puis nous sommes passés maintenant à un implant beaucoup plus petit, qui, évidemment, n'est qu'un seul canal. Ici, il y a 25 canaux. Oui. Là, il n'y en a qu'un seul. Mais nous pensons que cette méthode permettra, en cas d'infection, par exemple, d'enlever ce système et de ne pas tout enlever. Et l'avantage que ça peut avoir aussi, c'est que nous allons opérer en fin juin une patiente en Belgique, à Bruxelles, qui est paraplégique. Et l'avantage, c'est évidemment d'avoir un meilleur rendement quand nous allons utiliser des électrodes uniquement sur les nerfs et non pas sur les muscles et sur les nerfs, ce qui était le cas du programme SUAV précédent. La presse a parlé récemment des 2 mains greffées de Denis Châtelier, greffées par le professeur du Bernard. Pensez-vous que l'avenir soit plus aux membres artificiels ou aux organes greffés? Si vous voulez, nous avons travaillé j'ai dirigé une unité de recherche de l'INSERM pendant 25 ans, donc nous avons travaillé beaucoup sur les prothèses de la main. Il est clair qu'on ne sait pas, même avec tous les raffinements de la technologie, faire une main qui ressemble à la main humaine. Alors si on peut greffer une main humaine, c'est évidemment beaucoup mieux, mais le problème est difficile d'abord à cause du rejet. L'organisme est extrêmement raciste dans le sens qu'il n'accepte pas les corps étrangers. Et de ce fait, il y a un traitement assez lourd qui s'améliore progressivement avec le temps. Et je pense que dans l'avenir, on pourra vraisemblablement faire des greffes de main, par exemple, dans de meilleures conditions. Le vrai problème est le problème de la sensibilité. C'est parce que un système insensible n'est pas contrôlable. Quand on a une main insensible, par exemple, on ne peut pas la contrôler en dehors de l'utilisation de la vision. Or, rétablir la sensibilité est beaucoup plus difficile en apparence que rétablir la motricité. On peut stimuler un nerf moteur, stimuler un nerf sensitif, c'est pas du tout évident et c'est évidemment un peu plus compliqué. Alors, dans l'avenir, il sera peut-être possible de contrôler le déplacement d'un objet, voire d'un fauteuil roulant, par exemple, par la pensée, par l'intermédiaire de notre propre cerveau. Voyons ces images étonnantes tirées du même documentaire L'Homme-Machine du CNRS. Alors, s'il vous plaît, Pierre, fais avancer le robot.
Il suffit que Pierre donne l'ordre d'avancer, le robot s'occupe de négocier la sortie de la chambre. Tourne à droite, Pierre, s'il vous plaît. Voilà, maintenant le robot va suivre les couloirs. Professeur Pavlopoulos, comment ça marche? Oui, avec les progrès de la physique nucléaire et qu'elle a abouti à une révolution de l'imagerie médicale, aujourd'hui on sait et on peut localiser quel centre est activé du cerveau quand vous pensez à quelque chose. Donc, une fois que vous connaissez cette topologie, c'est logique que vous arrivez et vous prenez les signaux produits, et à ce moment-là, vous les transférez vers le robot, qu'il va, si vous pensez à quelque chose, et évidemment, le robot il va faire les mouvements que c'est prévu une fois que ça s'est activé. Alors, professeur Rabichon, un homme reconstruit, est-il encore un humain ou est-il un robot? Bon, d'abord, il faut mettre un petit bémol dans l'optimisme qu'on a actuellement. On ne peut pas reconstruire complètement toutes les fonctions, ça c'est évident. Oui. On a dépassé des fonctions humaines, dans la mémoire par exemple, dans la vitesse de locomotion, c'est clair, mais l'homme est une machine extrêmement compliquée, très intelligente, et qu'on ne peut pas remplacer complètement, ça c'est évident. Mais l'interface entre l'humain et l'artificiel est encore pas très bien maîtrisée. Et par ailleurs, quand on parle d'interface entre le cerveau et la machine, la démonstration qu'on a vue qui est de prendre les signaux électriques du cerveau pour commander quelque chose, oui. Quand vous pilotez votre voiture ou que vous actionnez votre téléphone portable, c'est bien avec votre cerveau que vous le faites. Oui. Donc ça veut dire que c'est un peu une illusion d'imaginer qu'on va se mettre à faire des interfaces de cette nature. Je ne pense pas que vous accepteriez de vous faire ouvrir le crâne pour vous faire mettre une électrode pour commander votre téléphone. Je ne crois pas. Pour aller plus loin dans la connaissance de ce sujet, je vous conseille la lecture du livre de Pierre Rabichon, Le handicap, paru aux presses universitaires de France. Professeur Pavlopoulos, professeur Rabichon, merci infiniment de votre présence sur le plateau. Merci à tous d'avoir suivi ce numéro de H2O et on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau sujet. Et en attendant, soyez curieux.